Il faut savoir que la nature des régimes qui sont en place dans le monde arabe est une nature répressive, dictatoriale, basée sur l'oppression et sur l'utilisation de la violence pour maintenir ces régimes au pouvoir. Donc il est malheureusement tout à fait normal que ces régimes qui fonctionnent de la sorte depuis plusieurs décennies aient comme première réaction pour s'opposer aux revendications de leur peuple l'utilisation de la violence. Cependant, la situation n'est pas similaire d'un pays à l'autre pour un grand nombre de raisons. Je pense que nous n'avons pas le temps d'analyser chaque pays, mais il est clair que en Tunisie et en Égypte, où le pouvoir a utilisé la violence, n'a pas pu écraser dans le sang les révolutions, notamment à cause de la position de l'armée dans ces deux pays, l'armée qui n'a pas accepté d'exécuter les ordres, d'écraser les mouvements populaires. Le cas est différent en Libye, en raison notamment de la nature du régime, de la structuration de l'armée, qui est une armée contrôlée par les 7 fils du dirigeant libyen. Donc là, dans ce pays, l'armée n'a pas hésité à écraser les manifestants, à utiliser les balles, les munitions réelles et à tirer pour tuer et non pas pour blesser. Et malgré cela, il y a d'importants mouvements, il y a d'importantes scissions et dissidences au sein de l'armée. Donc ça, c'est pour répondre à la question pour quelles raisons la violence a été utilisée contre les manifestants. À Bahreïn également, il y a eu une tentative d'utilisation, de briser le mouvement contestataire grâce à l'utilisation de l'armée, mais je pense que les dissensions au sein de la famille régnante au Bahreïn, qui ont des visions différentes, et aussi la ténacité et la détermination des peuples a fait que cette option a pour le moment été mise de côté, ce qui ne signifie pas qu'elle pourrait être réutilisée à nouveau. Même cas au Yémen où le président Ali Abdallah Saleh souhaiterait écraser dans la violence et dans le sang le mouvement populaire, mais la structure du régime, les allégeances tribales et beaucoup d'autres raisons font que il est un petit peu lié dans l'utilisation de la violence. Je voudrais, si vous le permettez, analyser un petit peu la nature de ces révolutions qui se déroulent dans le monde arabe. Certes, le facteur islamique est un facteur essentiel. Il constitue une part essentielle de l'identité nationale des peuples de la région. Mais moi je vois que les révolutions qui se déroulent actuellement ont d'autres dimensions, une dimension sociale. Il y a effectivement un problème social. L'écrasante majorité des peuples est en train de voir qu'une minorité s'enrichit alors que l'écrasante majorité s'appauvrit davantage. Donc il y a la dimension sociale. Il y a la dimension démocratique, c'est-à-dire que ces peuples sont oppressés, il n'y a pas de liberté, ces peuples veulent davantage de liberté. Et il y a une troisième dimension qui est nationale et dans laquelle s'inscrit la dimension islamique. Ces peuples se sentent humiliés du fait que leur gouvernement soit tellement inféodé aux puissances occidentales. Donc, résumer ces révolutions à un seul facteur serait, à mon avis, réducteur. C'est une combinaison de facteurs qui fait que ces révolutions sont en train d'éclater et touchent particulièrement le système américain dans la région qui est en train d'être ébranlé et de se démonter, et chacune des pièces est en train de s'écrouler. Je pense que les valeurs islamiques véhiculées par l'islam font partie intégrante des révolutions qui sont en train de se produire dans les pays du Moyen-Orient. Et je pense que
la dimension islamique est plus présente en Libye, où on le voit à travers les slogans scandés par le peuple, les banderoles et leurs demandes. Donc l'islam est un moteur essentiel des révolutions, mais ce n'est pas le seul. Il est encore trop tôt pour savoir, par exemple, si les peuples tunisiens, égyptiens et libyens réclament l'édification de républiques islamiques. Pour l'instant, nous savons ce que veulent ces peuples, c'est renverser le régime. Mais par quoi les remplacer? En Libye, ce n'est pas encore clair. En Égypte et en Tunisie, il est clair que le mouvement populaire réclame l'édification d'État, ce qu'ils appellent d'État civil. C'est la traduction intégrale des demandes. Mais l'islam est la composante essentielle de l'identité nationale de ces peuples et aussi de la mémoire collective de ces peuples. Mais il ne faut pas oublier aussi en Égypte le fait que il y a 10 à 15%... Allô? Oui, oui, je vous entends. On vous écoute. 10 à 15% de Coptes chrétiens qui ont participé activement à la révolution aux côtés de leurs concitoyens musulmans. Et ensemble, musulmans et chrétiens ont versé leur sang pour renverser le régime de Hosni Moubarak. Donc, comment vont évoluer les choses dans ces pays? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le savoir. Il y a une unanimité nationale dans tous ces pays qu'il faut renverser ces régimes inféodés à l'Occident, corrompus et oppresseurs. Maintenant, par quoi vont-ils être remplacés? Je pense que le processus est encore à ses débuts.